cœur de ces journées territoriales, nous allons parler, comme chaque année, et j'ai envie de dire, de finances publiques, car chaque année, ce sujet est au cœur de bien des réflexions. On peut l'aborder de plusieurs façons. On va l'aborder dans la période tout à fait particulière, qui est celle qui est la nôtre, lorsque nous enregistrons ce plateau. Nous sommes au milieu du mois de septembre. Un nouveau Premier ministre est en poste. Son gouvernement n'est pas encore nommé. Je dis cela parce que, au regard des fonctions des uns et des autres, il y a évidemment une particularité dans la prise de parole. Deuxième particularité, nous sommes à quelques mois de rendez-vous électoraux, vous l'aurez bien compris. On va donc évidemment envisager ces questions avec toute la rigueur, mais également toute la distance nécessaire à cette période. Entre inflation, entre baisse des dotations, entre obligation de se transformer au niveau numérique, écologique, le moins que l'on puisse dire, c'est que les collectivités territoriales doivent penser, innover sans cesse, doivent repenser parfois leur gestion financière, et ce tout en maintenant évidemment un très haut niveau de service public. Comment faire? Comment faire pour anticiper, pour sécuriser des budgets dans un contexte qu'on peut qualifier d'instable, au mieux, employant ce qualificatif sur lequel au moins nous serons tous d'accord pour nous retrouver. Ce sont les questions que l'on va essayer d'aborder avec à la fois des représentants de la sphère publique, des représentants des collectivités, et puis également des personnes qui peuvent apporter du conseil en matière justement d'accompagnement, de financement et en tout cas de gestion financière. Beaucoup d'intervenants sont autour de ces deux tables, certains sont des élus. Alors je vais commencer, il n'y a pas d'ordre du tout protocolaire, je préviens dans les présentations que je vais faire. Je vais commencer par citer Christophe Delahaye qui est parmi nous, qui est conseiller régional. Bien sûr qu'on va parler beaucoup, Christophe Delahaye, aujourd'hui, de ce qui concerne les collectivités territoriales, plutôt les communes, les intercommunalités. Mais cela dit, les questions liées aux finances publiques sont évidemment au cœur des réflexions de la région Occitanie, au cœur également de ce qui se contractualise, de ce qui s'échange entre la région et les collectivités territoriales. Juste un mot avant de présenter les autres invités. On est d'accord que lorsqu'on aborde ce sujet aujourd'hui, on ne l'aborde pas tout à fait de la même façon qu'on l'abordait, mettons, en 2018 ou 2019. Comme ça, je ne vais fâcher personne. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on n'aborde plus du tout le même sujet aujourd'hui. Juste pour faire comprendre que les choses ont beaucoup évolué. Et je pense que pour mon collègue du département, c'est exactement pareil. C'est à l'époque, on votait notre débat d'orientation budgétaire au mois de novembre et on votait le budget au mois de décembre. Mais l'année dernière, on a fait notre débat d'orientation budgétaire au mois de février et on a voté le budget au mois de mars. Voilà ce qui s'est passé à la région l'année dernière. Et pourquoi? Parce que l'incertitude. L'incertitude totale par rapport au vote du budget de la nation, avant tout. Et ça a été pareil pour le département. Et c'est pareil, voilà, pour toutes les régions. Ce Évidemment. n'était pas le fait de la région Occitanie. Non, pas du tout. Voilà, l'incertitude, elle est là, et d'autant plus que entre partenaires, parce que entre le département, la région, mais les intercos et les communes. Et les communes. Voilà, il y a un vrai partenariat, parce que les finances, ce qu'il faut imaginer, c'est que les finances du département ou de la région sont, à un moment donné, un acteur clé du développement des communes et de l'intercommunalité. Donc ce fameux binôme qui existe, on parle souvent du binôme commune-département ou intercommunalité-région, il est tellement fort que et on le voit quand on passe nos contrats de territoire, quand on fait nos petits copiles pour les centres-bourgs ou d'autres éléments, les communes et les intercommunalités attendent beaucoup de nous. Voilà. Donc nous sommes des acteurs importants. Et d'où votre présence. Thierry Siou, prenez le micro également. Double casquette aujourd'hui, parce qu'évidemment vous êtes élu et président du SDEG. On parlera spécifiquement de ce qui concerne l'énergie avec vous tout à l'heure. Mais vous êtes également le maire d'une commune, Portet-sur-Garonne, qui, au fil des années, a vu, comment on va gérer cela, à quel point le sujet des finances publiques était un sujet qui évoluait, était mouvant et qu'on aborde peut-être de façon différente aujourd'hui qu'on ne l'abordait hier. Oui, peut-être bonjour d'abord, une réflexion générale, si vous me permettez. Je compléterai les propos de Christophe Delahaye en disant que de réforme fiscale en compensation fiscale et en crise économique, politique, environnementale, crise de l'inflation, crise énergétique, effectivement, le paysage a totalement changé. Et qu'on ne peut plus aujourd'hui
dans aucune de nos collectivités, aborder la question des financements comme nous l'abordions hier. Parce que certaines collectivités sont privées du pouvoir de taux qui leur permettait de lever de la recette face aux dépenses. Et Dieu sait que les départements qui ont des dépenses sociales sont dans une situation extrêmement tendue du fait de dépendre essentiellement d'impôts fondés sur la richesse et la dynamique économique. Et puis le bloc communal qui a encore légèrement l'illusion d'avoir une capacité ou une marge de manœuvre parce qu'il a un léger pouvoir de taux sur la taxe foncière, mais qui se retrouve effectivement assommé, que ce soit par des processus réglementaires, que ce soit par des décisions qui furent prises l'an dernier, pour ne pas remonter si loin, par l'ancien Premier ministre. Bref, nous sommes dans un contexte radicalement différent de celui dans lequel nous aurions discuté il y a 5-6 ans. Alors, à côté des élus présents ici même, ceux dans la salle, demander à 3 experts qui chacune avec leurs compétences, leurs responsabilités également pourront intervenir à différents niveaux et avec une réserve nécessaire pour les unes, des soucis d'interrogation pour les autres, de façon tout à fait libre dans ce propos et dans ce débat. Sandrine Miomandre est à mes côtés. Vous êtes adjointe à la division foncière de la DR 31, merci d'être là. C'est jamais, je le dis très, très simplement, c'est jamais une position facile, non pas d'être à côté de l'animateur, mais d'être dans ce type de débat, dans ces périodes-ci, parce que vous avez ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez évidemment pas dire. Donc, nous le comprenons très bien et on apprécie au contraire le fait que vous soyez à nos côtés pour échanger avec nous. Nous avons également parmi nous Caroline Cartalier, qui est directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires. Vous nous direz tout à l'heure de quelle façon peut-être ce que l'on a lu ces derniers jours, la note dégradée, le contexte évidemment dans lequel aujourd'hui la France évolue, influe ou pas sur la façon dont vous pouvez accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets, comme le fait d'ailleurs la Banque des Territoires depuis bien des années maintenant. Mais je vais commencer très volontairement par vous, Martine de Chazou. Vous êtes responsable des finances chez AGI, l'Agence technique départementale de la Haute-Garonne, cet établissement public, administratif, départemental, qui fête d'ailleurs cette année une forme d'anniversaire, hein, puisque c'était en 1985 déjà. 1985, ce qu'on appelait à l'époque le Conseil général, avait initié cet établissement public. Vous conseillez, vous assistez les exécutifs locaux dans l'exercice de leurs compétences. Moi, j'aimerais qu'on fasse avec vous une sorte de tour d'horizon des marges de manœuvre qui existent ou qui n'existent pas pour les collectivités locales, pour bien comprendre les contraintes budgétaires, quelque part l'environnement dans lequel elles évoluent aujourd'hui, et s'il y a encore des leviers de recettes et de dépenses sur lesquels on peut véritablement jouer. Parce que je retiens l'intervention de Thierry Sou, déjà une forme évidemment de levée de bouclier pour dire attention, quelles sont vraiment nos marges de manœuvre. Et on va y revenir tout à l'heure. Vous nous permettez ce petit exercice, parce que c'est souvent peut-être un exercice que ceux qui vous appellent chez vous demandent de faire. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ça fait partie de nos missions de conseil et d'assistance. Au niveau financier, nous, on survole un petit peu la situation financière du bloc communal. Donc, vous l'avez dit justement, commune, intercommunalité. Mais les problématiques sont aussi les mêmes pour le département et la région. Donc, du coup, nous accompagnons les élus déjà pour essayer de les aider à identifier les leviers qui peuvent encore exister. Et ensuite, bien évidemment, pour les mettre en action lorsque nous sommes compétents. Donc, je vais rester optimiste. Je vais surtout parler des leviers. Il en existe encore, même si ça se réduit de plus en plus. Ils existent, il faut les chercher. La première étape pour identifier ces leviers, c'est peut-être de faire un diagnostic financier pour mesurer les marges de manœuvre d'une collectivité. Donc, on peut le faire à travers une analyse rétrospective, en étudiant les derniers comptes administratifs. Ça va permettre d'identifier les déséquilibres avec un autofinancement faible, une épargne négative, un endettement excessif. On va pouvoir identifier les faiblesses de la collectivité, notamment sur les charges, avec un taux de rigidité trop forte, enfin des dépenses rigides, un volume important de dépenses. Côté recettes, on peut regarder des pertes de recettes, s'interroger sur des pertes de recettes, peut-être une évolution atone de certains postes. Donc, une fois qu'on a fait cette première approche, ce premier bilan, on va pouvoir prioriser des actions sur lesquelles intervenir
pour essayer de trouver les leviers à bouger. On va bien sûr, il y a deux pistes, hein, on ne va pas révolutionner les choses. Hein. On va soit chercher à optimiser les dépenses, soit chercher à valoriser les ressources. En sachant qu'on Jusque-là, tout le monde est d'accord. Vous voyez, ça c'est le... Voilà, je ne vous apprends rien, c'est le classique. En sachant qu'effectivement, on va aussi s'interroger sur les postes qui pèsent le plus lourdement dans le budget des collectivités locales. Donc, parmi les leviers qu'on peut rapidement identifier et mettre en action, et sans être exhaustive, puisque vous m'avez demandé de faire un petit tour d'horizon de tous ces leviers. Si je regarde les charges, par exemple, le poste le plus important, ça reste le poste de personnel, les dépenses de personnel, souvent plus de 50% de la structure budgétaire d'une collectivité. Un audit de la masse salariale peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va mettre déjà en avant les compétences dont on dispose. Le redéploiement en interne de ces compétences, peut-être les valoriser en essayant de mettre en place une programmation de formation. Et ça peut éviter peut-être de systématiquement recourir au recrutement. Voilà. Là-dessus, nos collègues du centre de gestion de la Haute-Garonne se sont emparés de ce problème et mettent en place une mission de pilotage de la masse salariale. Voilà, c'est une mission nouvelle et c'est intéressant de voir avec eux ce qu'on peut en retenir, les pistes que l'on peut trouver d'économie, puisque sur les charges, on essaiera toujours de faire des économies. Effectivement, vous l'avez évoqué et on va en parler, c'est essayer de mener une politique de réduction des dépenses énergétiques, donc peut-être en changeant les habitudes de consommation déjà. Ensuite, en regardant d'un point de vue sur les équipements publics, lampadaires, véhicules, les établissements publics, donc là ça peut être la réhabilitation énergétique des équipements, on va donc en parler, et c'est d'autant plus intéressant que dans ce cas il vaut mieux utiliser tous les financements disponibles, que j'appellerais des financements verts, que ce soit les fonds publics, ou et effectivement aussi, on va en parler, les prêts que proposent aujourd'hui les banques comme Banque des Territoires. Alors je regarde, excusez-moi, j'ai mes notes. Allez-y, allez-y. Du coup, cette action, elle suppose aussi de mener un travail sur la valorisation du patrimoine. J'ai vu que c'était l'atelier tout à l'heure. Ça sera la prochaine table ronde, on l'évoque Voilà. maintenant, mais tout est lié, c'est pour ça que je faisais le lien. Ouais. Ça permet d'optimiser la gestion du patrimoine, d'identifier dans le patrimoine les locaux qui sont inoccupés ou sous-occupés, ceux qui sont obsolètes ou trop énergivores. Donc du coup, on va peut-être les céder. On va essayer de redévelopper l'occupation des salles ou de l'optimiser. On va peut-être reconvertir certains bâtiments. Et du coup, cette action-là est intéressante parce qu'elle permet à la fois de générer des économies et peut-être des recettes nouvelles. Donc ça, c'est intéressant de le regarder. Plus généralement, prioriser des investissements qui vont avoir des retombées financières, sociales, environnementales. C'est important également. Et d'utiliser tous les modes de financement qui existent. Après, rapidement sur les charges, je vais vite passer aux recettes. On a aussi, sur l'endettement de la collectivité, si elle est endettée, on peut voir s'il y a quelque chose à faire sur la renégociation de la dette. Et aussi voir du côté des intercommunalités sur les mutualisations de services, d'équipements, ou pourquoi pas de la commande publique. Voilà, ça sont les aspects principaux des charges. Ça, c'est pour la gestion, les charges et la gestion. Mais sur les recettes, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre ? Alors les recettes, toujours, si on sait chercher, ou si ça va dépendre de la collectivité. Les deux postes les plus importants pour une collectivité, ça reste les dotations de l'État et la fiscalité. Alors les dotations de l'État, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de levier, vous en avez parlé. Tout de même, à travers une analyse prospective, on peut au moins s'assurer que la collectivité reste éligible aux dotations qu'elle perçoit, parce qu'elle peut perdre l'éligibilité, ou si elle est proche de devenir éligible. Donc c'est quand même un petit levier qui peut exister pour certaines collectivités. Ensuite, on a la fiscalité. Plusieurs actions. L'optimisation fiscale en travaillant un petit peu sur les bases. Les leviers fiscaux en essayant de voir les petites choses qu'on peut trouver sur les exonérations, sur des petites taxes nouvelles, sur des dérogations d'évolution de taux, notamment par rapport à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est l'autre impôt du bloc communal en complément du foncier bâti.
Peut-être aussi du côté de la fiscalité de l'urbanisme, je suis moins spécialisée, mais essayer de se tourner un peu plus dans la participation des particuliers pour financer les opérations d'équipement. Bien sûr, un autre chapitre important, c'est les droits perçus par la collectivité, donc actualiser les droits perçus. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les produits tirés de l'exploitation des services, cantines, écoles, tous les services culturels, les garderies. Donc là-dessus, il y a un travail à faire sur la tarification. Déjà, identifier les différents services. Peut-être mettre en relation le coût réel du service et la recette que ça rapporte pour que les élus aient conscience de la participation souvent pas mesurée par les citoyens de la prise en charge par le budget général de la collectivité. L'actualisation des redevances aussi, ou des produits tirés du patrimoine, comme les locations de salles, ou alors effectivement les loyers que perçoivent les collectivités qui louent des biens du domaine privé. Voilà. Après, on peut se montrer plus innovant. On peut essayer de chercher le plus de financement possible, de les mobiliser au maximum. Tous les financements publics, bien évidemment, les fonds verts, les financements de l'État que l'on met en place, même si ce sont des fonds sur lesquels on aurait tendance à grignoter un petit peu, mais je m'égare. Ça reste dans la contrainte que subissent actuellement les collectivités. Les fonds européens, on les oublie trop souvent. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Ensuite, rechercher davantage le partenariat avec des acteurs privés, des acteurs associatifs. Recourir au financement participatif de plus en plus. C'est là qu'il faut se montrer innovant parce qu'on ne peut pas le faire pour toutes les actions, mais certaines, c'est tout à fait possible. Donc, on parle de sponsoring, de mécénat, de crowdfunding. Voilà, je vais m'arrêter là. Et bien sûr, utiliser avec les banques qui proposent ce qu'on pourrait appeler des prêts verts. Voilà, là, je vais laisser la parole à ma collègue, enfin, ma partenaire. Et qui peut permettre d'accompagner une collectivité dans sa recherche d'économie en travaillant sur l'énergie et qui est aussi une contrainte pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon, en tout cas assez complet et exhaustif. C'est bien pour les prochains futurs élus. Je pense que ceux qui sont déjà en poste ou en responsabilité auront évidemment reconnu une façon de faire qu'ils pratiquent au quotidien. Mais pour des futurs élus, et comme ce salon s'inscrit dans la transition, il y a des questions à se poser là-dessus. Et je me permets d'ailleurs d'interroger ma voisine avant de vous donner le micro. Vous avez l'impression, Mme Miomandre, que aujourd'hui, les collectivités, les élus et peut-être les futurs élus qui vont arriver sont au courant de tous ces mécanismes. Vous les accompagnez aussi? Est-ce que ça fait partie de vos missions, de vos fonctions à la direction que vous représentez aujourd'hui, d'accompagner par exemple ces futurs élus lorsqu'ils arriveront au mois de mars ou dans les périodes de juste à côté? Alors oui, bonjour. Tout à fait. L'accompagnement au niveau des nouveaux élus est prévu à chaque début de mandature. Il y a tout un panel au niveau de nos services. Et en premier lieu, on a les conseillers décideurs locaux qui sont là pour, comme leur nom l'indique, conseiller les élus et également tous les services administratifs des collectivités dans tous les domaines financiers, fiscaux, budgétaires et comptables. C'est le cas au début de la mandature, mais c'est le cas également quand il y a des changements de règles du jeu. Parce que le moins que l'on puisse dire, si on regarde le début où maintenant il y a eu des changements de règles du jeu, je ne vous demande pas de les trouver bien ou pas bien, ou de nous apporter, je vous rassure, une appréciation là-dessus. Mais comment est-ce qu'on accompagne les élus pour faire comprendre, en effet, ce qui est encore faisable, pas faisable, finalement, dans quel périmètre ils peuvent évoluer? Alors, en fonction, nous aussi, des textes qui paraissent tout au long de l'année, et puis surtout par rapport aux lois de finances, à chaque fois, on essaie de communiquer auprès des... alors, on est principalement en liaison avec les directions financières, de communiquer sur les nouveautés, surtout, qui sont prévues dans les lois de finances. Quand il y a des grandes réformes, notamment, enfin moi j'en ai connu deux grosses, la réforme de la taxe professionnelle et la réforme de la taxe d'habitation. Bien souvent, on essaie d'organiser des réunions pour pouvoir échanger, soit avec les élus, soit avec les agents, le personnel territorial. En sachant qu'on avance tous ensemble, parce qu'au tout début des réformes, on n'a pas forcément toutes les réponses aux questions.
Donc il y a quand même un accompagnement et en sachant que tout au long de l'année, on écrit régulièrement aux collectivités et elles savent qu'elles peuvent nous solliciter pour des renseignements. Et je rebondirai sur ce que disait Madame de Chazot sur notamment l'optimisation fiscale où effectivement moi, j'ai pu voir tout au long de ces années où on communique de plus en plus d'états fiscaux aux collectivités qui ne sont pas forcément faciles à lire au premier abord. Donc là, on est bien sûr là pour expliquer un petit peu, vulgariser l'État et surtout peut-être mettre en avant les points importants. Et les collectivités reçoivent également des fichiers. Je prendrai par exemple, c'est un fichier qui s'intitule « Les locaux qui sont vacants au sens de la cotisation foncière des entreprises ». Ah oui. Et ça, c'est un des exemples où il peut y avoir des échanges avec les collectivités. Tout simplement, moi j'ai des exemples où une collectivité m'a dit « mais là, le local est vide, mais moi j'ai bien un artisan ou j'ai un commerçant dedans ». Je vous rappelle que le système déclaratif le système fiscal français, il est basé sur c'est un système déclaratif. Déclaratif, oui. Donc c'est avec tous ces avantages et tous ces inconvénients. Voilà. Donc ça permet ces échanges de récupérer de la matière fiscale. Voilà. Et donc c'est de plus en plus, ça se développe de plus en plus, parce que comme vous l'avez dit, M. Subeau, le volet taux est quand même de plus en plus restreint, parce que vous avez des taux qui sont ce qu'ils sont. Vous avez certes des taux plafonds, mais voilà, derrière, ça veut dire une cotisation qui augmente. Voilà. Donc si on peut améliorer, c'est la piste, c'est ça aussi, c'est l'optimisation des bases. Thierry Siot, je reviens vers vous. Après, vraiment, je passe à la Banque des Territoires, mais je reviens vers vous parce que le témoignage de terrain d'un des maires, il y en a beaucoup là dans l'assistance. Donc, avant de partir sur la casquette du SDEG, encore une fois, c'est le maire là que j'interroge. Ces réformes qui ont été dites, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation en particulier, on a bien vu à quel point ça avait bousculé complètement la lecture de ce qu'était l'action publique entre la promesse, la volonté, la capacité d'agir. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on est dans un autre monde, vous l'avez dit tout à l'heure, et est-ce que vous avez l'impression, quand on dit qu'il faut optimiser, il faut aller chercher partout, est-ce que vous avez l'impression qu'il ne vous reste finalement que pardon de dire comme ça, que ces petits espaces pour continuer à pouvoir anticiper, à agir, ou Dieu merci, il vous reste d'autres façons encore quand même d'imaginer le futur de votre collectivité? Alors je vous dirais la façon d'imaginer le futur, peut-être avec la casquette du président du SDEG, mais si j'ai celle du maire et si je n'ai pas les propositions du SDEG, alors il me reste une marge d'appréciation, mais elle est terrible, c'est la dégradation du service public. Et c'est là où je voudrais introduire une discussion de niveau de relation. Nous sommes ici des partenaires et je pense que chacun œuvre ici en sincérité à travers l'ingénierie et à travers les efforts qu'il commet, et chacun est partenaire de chacun pour essayer de se positionner au mieux, de réagir au mieux, de s'ajuster au mieux et de pouvoir avancer au mieux par rapport à un ensemble de réformes qui, elles, par contre, sont politiques, et par rapport à un environnement et un contexte économique qui est aussi le fruit d'un certain nombre de décisions ou de non-décisions politiques. Et le problème... cela dit d'événements géopolitiques parfois, etc., bien sûr. Hein, et d'événements internationaux. Mais la suppression de la taxe d'habitation qui a coupé le lien fiscal entre plus de 50% des habitants de certaines communes et leurs communes, et qui fait que ces habitants, hormis lorsqu'il y a des tarifs à acquitter, ne participent plus au financement du service public. Ça, ce n'est pas la géopolitique internationale qui l'a souhaité, c'est une restitution fiscale au foyer qu'a souhaité le président de la République, et il a privé l'État de recettes qui permettrait aujourd'hui, en période de difficulté, d'avoir un soutien à l'activité, d'avoir un soutien aux collectivités. Le deuxième niveau très politique, c'est qu'il faut un débat en sincérité. Nous l'avons entre nous, mais il faut l'avoir politiquement. Et quand on a l'année dernière un Premier ministre qui nous propose pour 2025 43 milliards d'économies, dont 5,3 milliards à charge des collectivités, et que l'on dit que les collectivités donc, sont à 12%, 12,5% de l'effort nécessaire demandé par le Premier ministre, il faut rajouter, mais elles ne sont qu'à 6% de la part de l'endettement, et elles sont à 60 à 70% de l'investissement public local. Ça veut dire que si l'État ne rectifie pas sa relation aux collectivités et si dans la réflexion globale,
on ne reprend pas en considération ce que nous portons sur les territoires de services publics, d'investissement, de soutien aux familles, de soutien à l'activité, eh bien, ce pays va entrer, ces mots sont d'André Léniel, qui est président du comité des finances locales, nous allons entrer en récession. Donc toute la difficulté est que ce débat d'ingénierie, nous devons l'avoir, nous l'avons, et moi je veux remercier mon collègue, mais ces dames aussi, parce que nous avons de vraies bonnes relations de travail sur ces sujets, mais que nous sommes dans un carcan de décisions politiques qui nous assomment. Et ces décisions politiques qui sont prises à l'ANN, parfois nous les suivons. Cette année, on oublie de rappeler que nous aurons la deuxième lame des contributions à la caisse de retraite des agents territoriaux. Caisse de retraite qui, au demeurant, comme toutes les caisses de retraite, est appelée, quand elle est excédentaire ou pas trop déficitaire, à aller financer les autres caisses. Donc nous finançons par des dépenses supplémentaires pour nos collectivités. La CNRACL, ça suit. C'est 3%, 3%, 3%, 3% pour arriver au taux final. Porté sur Garonne, 83 000 qui s'ajoutent, ouais, etc. pour arriver à 352 000. Mais 352 000, imaginez ce que ça représente en emploi. Imaginez ce que ça représente en capacité d'emprunter pour investir. Imaginez ce que ça représente en service public. Et c'est ça le sujet que nous voulons mettre au cœur. Donc moi, je salue, et nous sommes dans l'ingénierie. Je le redirai encore une fois avec la casquette du SDEC, puisque nous avons grosso modo 26 millions d'emprunts auprès de la Banque des Territoires notamment. Donc nous avons des actions partagées, c'est une évidence. De très bonnes relations avec les services de l'État et bien sûr un soutien très très fort de Haute-Garonne Ingénierie. Mais fondamentalement, le sujet est éminemment politique et c'est de savoir effectivement si on va aller manipuler la dernière variable d'ajustement que nous, on ne veut pas toucher, c'est celle du service public ou de l'investissement local. Et ça, ce serait dramatique. Je passe à vous sur la banque des territoires. On va rappeler, Caroline Cartanier, le rôle clé pivot de la Banque des territoires lorsqu'il s'agit en effet d'accompagner les collectivités dans ce qu'il est indispensable de continuer à faire, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire investir intelligemment, évidemment. Tout à l'heure, vous disiez, madame, à quel point le fait de transformer l'éclairage en éclairage LED, on en a parlé l'année dernière longuement lorsque nous étions sur ce même plateau avec vous. Tout ça, ce sont des investissements dont on voit bien à quel point ils sont pertinents par rapport aux enjeux pour l'avenir. Encore faut-il pouvoir les faire, les supporter, pouvoir les mettre en œuvre. C'est là où les partenariats avec vous se mettent en place. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur des prêts à quoi 25, 30, jusqu'à 60 ans, on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs dans les prêts qui sont les vôtres. L'urgence de boucler une année, l'urgence d'avoir un équilibre, simplement parfois à la dernière minute, dernier mois. Est-ce qu'on parle finalement avec la même échelle de temps des mêmes choses? Non, merci. Bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Bien sûr. Donc, la Banque des territoires, effectivement, depuis maintenant 2018, c'est vraiment inscrite dans une démarche auprès des collectivités, tout type de collectivités, de la commune, du bloc communal aux conseils régionaux, dans leur accompagnement, que ce soit amont et en financement, parce que le leitmotiv effectivement de la Banque des territoires, c'est de maintenir et d'accompagner les investissements des collectivités. Parce que c'est important pour les collectivités, c'est important pour le service public, c'est important pour les chaînes et les filières industrielles et de construction, par exemple, qu'il y a derrière. Et c'est important aussi pour les projets d'investissement qui vont conforter ou vont effectivement essayer d'asseoir la cohésion sociale et la transformation écologique du pays. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un motif, une ADN qui nous porte depuis 2018 et qui, effectivement, notamment depuis 2 ans, a été extrêmement renforcé parce qu'il y a eu toute une conjoncture géopolitique qui a eu des impacts sur les taux, sur le coût de l'énergie, et il a fallu que les collectivités, effectivement, mettent beaucoup d'ingénierie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse financière pour optimiser leurs dépenses et notamment leurs dépenses d'investissement. Donc ça, c'est un contexte, effectivement, qui aujourd'hui est toujours présent. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner ce mouvement, de pouvoir toujours être là, à leur service. Et on propose pour cela, comme vous le disiez, notamment des prêts qui peuvent aller sur des durées très longues, 50 ans, 60 ans, notamment sur des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement, qui sont des enjeux importants. L'eau, notamment dans la région, est un sujet très important et sur lequel, tant en tant que
de qualité que de quantité, il y a besoin de faire des travaux de rénovation de ces différents réseaux, mais également sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, l'éclairage public. Donc on a des gros chantiers, on a très bien travaillé avec le syndicat justement pour pouvoir accompagner les collectivités dans leur changement, leurs économies d'énergie. Et là, je rejoins complètement le propos sur le fait qu'une économie des travaux d'investissement comme ceci, ce sont des dépenses de fonctionnement inversement proportionnelles. C'est-à-dire qu'on gagne effectivement en fonctionnement et donc on gagne aussi en nature de gestion financière de la collectivité. Est-ce que, par exemple, une note dégradée, comme l'actualité vient de le montrer, est-ce que ça a un impact ou pas dans l'accompagnement qui est le vôtre et évidemment dans l'investissement des collectivités? Faisons la chasse aux idées reçues ou pas aux idées reçues, voyons. J'aurais tendance à... Donc c'est une mauvaise nouvelle, on va dire, qui était un petit peu attendue, la dégradation de la note de la France. Oui. La Caisse des dépôts, la Banque des territoires, évidemment, suit cette dégradation de notes. Pour autant, heureusement d'ailleurs, en fait, mais ça n'a pas d'impact sur typiquement l'accompagnement que l'on peut avoir auprès des collectivités. Pour vous le rappeler, quand on fait un prêt à une collectivité sur 30 ans, sur 40 ans, on utilise une ressource qui est le livret A, donc l'épargne de chacun d'entre nous, l'épargne populaire. Donc c'est une forme de crowdfunding aussi. Voilà, c'est le plus gros crowdfunding qui permet de financer les investissements locaux et le logement social, puisque qui existait avant l'appellation d'ailleurs. Oui, non, mais chacun d'entre vous. Vous avez raison. En plus. Chacun d'entre vous finance des réseaux d'eau, finance la rénovation d'une école ou finance effectivement les axes routiers, les mobilités douces de la collectivité. Donc c'est important de savoir que le livret A, effectivement, cette ressource qui est assez volumineuse, oui. est gérée par la Caisse des dépôts et permet de financer en premier registre au niveau des volumes du logement social, de la création de logements sociaux et de la rénovation de logements sociaux, et par ailleurs les investissements des collectivités. Comment le livret A est calculé? Donc c'est une formule mathématique qui parfois est un petit peu bousculée par des décisions politiques et je ne reviendrai pas sur le sujet, mais qui en général est calculée effectivement de la façon suivante. C'est l'inflation, c'est une moyenne entre l'inflation des derniers 6 mois et les coûts courts, donc les taux courts. Les taux courts. Et donc on prend cette moyenne, on obtient un chiffre et aujourd'hui, depuis le 1er août, il est à 1,7%. Donc il était à 2,4% en janvier dernier, il est descendu à 1,7% parce que l'inflation baisse et effectivement, donc on a une moyenne qui se tarit. Donc quand on a un taux du livret A qui est à 1,7%, on prend une marge de 0,5% pour pouvoir financer la rénovation d'une école, encore une fois un réseau d'eau, une mobilité douce, une piste cyclable, etc. Et donc vous allez avoir un taux qui va être de 2,2%, comme chacun sait, pour une durée d'emprunt de 30 ans, 40 ans, 25 ans, enfin voilà, quelle que soit la durée du prêt. Donc ça, c'est stable. La Banque des territoires, la Caisse des dépôts a des modalités d'intervention. On a un directeur général qui a été conforté, qui est Olivier Sichel. Donc effectivement, donc on a une gouvernance qui est stable. On a des modalités et un plan stratégique qui sont stables. Donc 2 piliers, la transformation écologique et la cohésion sociale. Et donc ça, on est dans la pérennité de notre accompagnement. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de prolonger. Donc, est-ce que vous êtes toujours autant sollicité et est-ce qu'aujourd'hui, les sujets desquels on vous saisit sont porteurs des mêmes enjeux qu'hier? Alors, on est de plus en plus sollicité. C'est d'une part, comme je le disais, parce que les conditions que l'on propose actuellement sont très attractives. Donc c'est vrai que ce sont des conditions tout à fait exceptionnelles, parce que ça n'a pas été le cas. Il y a 3 ans, on n'était pas du tout sur ces taux proposés. Les taux n'étaient pas les mêmes. Voilà, les banques plus commerciales étaient beaucoup plus attractives, avec des taux fixes beaucoup plus attractifs. Là, effectivement, on a ce rôle de contracyclique. Quand une économie, effectivement, est un peu plus onéreuse, plus chère, et ben nous, on essaie de faire ce coussin amortisseur. Donc, on a effectivement des sollicitations qui sont extrêmement croissantes de la part des collectivités, notamment du bloc communal, ce qui est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire qu'elles continuent à investir, et je tiens aussi à marquer ce point positif. Oui, ce qui est un côté courageux. Et même dans la période quelque part préélectorale, moi je trouve qu'on enjambe un petit peu au niveau des investissements ce que l'on voit arriver, ce volet investissement. Donc il y a vraiment cet intérêt général qui est maintenu, ces investissements locaux qui sont maintenus, et pour nous en tout cas c'est une bonne nouvelle, mais de montrer que de voir, d'observer que les investissements sont maintenus par les collectivités et notamment par le bloc communal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans les tendances, on voit effectivement beaucoup de sujets sur l'eau qui arrivent, parce qu'on est sur des financements très très longs, et donc du coup c'est adapté, les financements que l'on propose sont adaptés.
tout ce qui est transformation écologique, encore une fois, donc les rénovations, voilà, parce qu'elles peuvent être justement vecteurs d'économie d'énergie et donc d'économie tout court pour une collectivité, ce sont des choses que l'on fait. Et on a aussi un volet qui commence à augmenter, et c'est lié à la démographie un petit peu de la région, mais la démographie française de façon générale, l'accompagnement du vieillissement et tout ce qui est maison de santé pluridisciplinaire, par exemple, tout ce qui est accompagnement du secteur sanitaire et médico-social. Donc ça, ce sont des sujets, effectivement, que l'on voit augmenter, complexes. Mais sur lequel, effectivement, on a toute une part à apporter. Et pour compléter juste, on a beaucoup parlé de financement, donc de prêts. Et il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent en ingénierie. On peut être complémentaire, alors pas forcément sur l'ingénierie financière, sur l'optimisation financière ou sur tout ce qui peut être justement cette écriture-là, même si on le fait. Hein, forcément, quand on fait un prêt, on va avoir ce type d'analyse. Mais l'accompagnement amont est très précieux. Mais par exemple, quand vous allez avoir, je ne sais pas, 5 écoles à rénover peut-être ou potentiellement dans votre commune, il y a un moment donné, il va falloir faire des diagnostics. Il va falloir effectivement avoir une forme d'ingénierie plus technique pour pouvoir accompagner ça. Ça, effectivement, pour alléger la facture, nous, on est capable de cofinancer ce type de diagnostic avec la collectivité pour justement passer à l'acte de la réalisation de ces enjeux. Donc sur tout ce qui va être investissement, on va dire, vert, pour les rappeler comme ça, en tout cas qui sont favorables et qui permettent d'accélérer ça, on va pouvoir vous accompagner aussi en cofinancement d'études pour accélérer vos projets. Avec l'idée, Martine de Chazot, je reviens vers vous, qu'il faut évidemment garder en tête des notions d'équilibre, d'investissement soutenable, tenable, parce qu'on reste évidemment que dans des formes d'accompagnement et de prêt. Tout à fait, tout se mesure. Donc il y a les actions et il y a l'impact des actions sur le budget des collectivités locales. Donc oui, nous, à travers des analyses financières que nous pouvons réaliser, on peut mesurer l'impact des projets menés, l'impact des politiques menées sur le fonctionnement, sur l'optimisation des dépenses, les économies générées, les recettes trouvées. Voilà, donc c'est vrai que ces leviers sont toujours là, même s'ils se restreignent. Et je suis d'accord sur le fait que lorsqu'il n'y a plus de levier dans une collectivité, puisque chaque collectivité a son profil, s'il n'y a plus de levier, on en arrive au service public. Et qu'est-ce qu'on va commencer à regarder? Les services qui ne sont pas obligatoires. Et du coup, ensuite, ça sera les services obligatoires. Et ça, on ne veut pas en arriver là, donc il faut anticiper les équilibres. Christophe Delahaye, pour avoir quand même de la souplesse pour anticiper, pour analyser d'abord, hein, mais pour anticiper, il faut avoir une capacité d'action qu'on vous laisse. Est-ce que vous avez l'impression que cette capacité d'action, aujourd'hui, elle se dégrade également, ou elle s'est dégradée ces derniers mois, ces dernières années? La première question était intéressante, c'était l'incertitude. Vous parliez tout à l'heure de la note, mais les banques l'avaient anticipé, cette dégradation. Oui. C'était évident. Par contre, ce qu'on n'avait pas tous anticipé, et à la région, on a une règle assez simple. Hein, alors, on a une règle stricte, hein, on ne doit pas dépasser 9 ans de capacité de désendettement. Et donc, on a une politique d'endettement qui est plutôt stable, hein, autour de 6 ans. Mais le reproche se fait. Mais quand on regarde le type d'emprunt qu'on va faire, on a une règle qui est établie, et la plupart des collectivités le font. 75% de taux fixe, 25% de taux variables révisables avec les prêts de la Banque des territoires dessus. Et quand un dimanche soir, un président de la République vous annonce une dissolution, regardez le lendemain ce qui se passe. Mais ceux qui devaient emprunter le lendemain, on a hésité, beaucoup ont hésité, parce que moi je m'occupe de finances publiques, hein, je suis rapporteur des finances au Muretin Aglo, premier adjoint de la ville aux finances, donc je sais exactement de quoi on parle. Et à ce moment-là, pouf, 0,40 de plus. Et là, est-ce qu'on ne remet pas en question notre modèle de 75-25 ? C'est une question qu'on s'est posée partout, dans l'ensemble des collectivités. Et c'est vrai que les communes elles sont beaucoup plus stables dans leur choix de type de taux. Hein. On a connu les scandales qu'il y avait eu, mais dans la phase de note Hitler, là, on est plutôt sur le 1A. Et quand on commence à descendre le OMB, on a un peu peur. Mais grosso modo, on dit on va rester sur le taux fixe. Et on a peur d'aller vers la réserve énorme qu'a la France. C'est l'épargne populaire que nous avons, qui est très très forte, le livret là, et d'autres livrets aussi, qui nous permet de nous accompagner dans des secteurs très importants comme l'eau et l'assainissement. Mais il faut imaginer que depuis, je vais dire 10 ans, avec l'ensemble des crises que nous avons connues, la crise énergétique il y a très peu de temps, la réforme des retraites, où beaucoup de communes, on a échappé, les élus disaient on a échappé à la réforme des retraites. Mais que nini, hein,
le petit point de taux de réajustement, il s'est fait. La CNRACL, il a fallu compléter avec un petit joli bon de 3 points ou 3,5 points, je ne sais plus le taux. Et donc, ça a eu des impacts forts. La crise énergétique, les communes. Alors du coup, ça a eu un effet positif, Thierry, c'est qu'on a pris vraiment ça à la main. Et par exemple, sur la ville de Muret, on a changé notre système. On a éteint, comme la plupart des communes, à partir d'une certaine heure. Et on a économisé 200 000 euros d'énergie. 200 000 euros d'énergie en coupant à partir de 11 heures, avec quelques réticences de la population. Parce que là aussi, bon, il y a un bienfait pour la nature, parce que les animaux nocturnes sont revenus. Donc tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est très fort. On a connu, et tous vous connaissez, la DRFIP le sait aussi bien que nous, c'est l'effet ciseau. Et tout à l'heure, on parlait d'effet de levier. L'effet ciseau, c'est le ciseau de la dépense qui vient couper et le ciseau, le bras de la recette qui descend. L'effet de levier, il y en a. Vous l'avez dit, il y en a. Il y en a beaucoup, en fait, en réalité, mais on les utilise peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méconnaissance. L'exemple que je vais vous donner. C'est intéressant ce que vous dites là. Mais il y a une méconnaissance totale de la part des collectivités. Parce que, alors ça, on avait discuté un peu en amont, c'est que les normes, elles bougent beaucoup. La commission des impôts que je préside est un effet aussi de levier. Personne ne le sait, mais on travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, la réforme qu'on a fait sur le Muretin Agglo, et voilà, donc là aussi, effet bœuf pour je dis comme il faut le dire, on a pu ramasser 300-400 000 euros de plus en modifiant notre politique de taux, de coefficient sur l'ensemble du territoire. Donc il y a toujours des effets de levier. Et là, la preuve, et je vais finir là-dessus, c'est que vous êtes souvent sollicité par des cabinets extérieurs qui vont dire on va vous faire des économies, mais on va prendre 30% des économies que vous allez faire. C'est vrai. Et si eux, ils existent, c'est qu'il y en a. Donc c'est assez simple de dire. Récemment, il y en a un qui est venu nous voir, nous dire parce que la collectivité paye des taxes foncières aussi. Sur ses propres bâtiments. Sur ses bâtiments, peut-être. Ce qui est logique. Ils m'ont dit mais on va vous économiser minimum 40% de la taxe foncière si on l'étudie comme il faut. Mais si on le savait en amont, on n'aurait pas besoin d'eux. Donc c'est toute cette problématique du savoir qui est au départ. Voilà. Et on revient sur l'importance du conseil et sur évidemment le côté indispensable d'une ingénierie, en tout cas d'un conseil d'accompagnement. Ce qui est dit là, cela dit, je reviens à vous, Thierry Sou. Le domaine qui est le vôtre, celui de l'énergie, est un bon exemple finalement de l'ensemble de ces leviers. Si tant est qu'on ait l'outil, si tant est qu'on ait la volonté aussi politique, bien entendu, on peut aller chercher ces leviers. Alors, peut-être d'abord un élément de rassurance vis-à-vis des entreprises qui ne pensent pas d'un seul coup on va s'abattre sur elles. Oui, que soudain vous avez pris 400 000 en révisant les valeurs locatives. J'ai bien compris. La révision, elle est rendue possible parce que nous avons amélioré l'environnement de l'entreprise par des investissements et donc qu'elles ont aussi un avantage et un bénéfice à l'action publique. C'est pas simplement le pourfendeur d'entreprise ou le taxeur qui sévit. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors quand effectivement donc aux leviers ou aux outils qui nous permettent d'agir, au fond, au syndicat départemental d'énergie, on s'est posé une question par rapport aux communes essentiellement, en disant un élu local a besoin de visibilité et il a besoin effectivement d'une forme de stabilité. Donc comment on apporte sur ce domaine d'intervention qui est le nôtre, visibilité, stabilité. Et deuxième élément, il a besoin de pouvoir faire des économies, et économiser l'énergie, ça n'est pas justement économiser du service public, sous réserve qu'on n'économise pas l'énergie en arrêtant de faire rouler nos véhicules, par exemple, de collecte des ordures ménagères, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, le syndicat s'est mis à donner une perspective. Donc, les économies sur l'éclairage public, à ce jour, je peux dire que le plan LED++ et les économies en matière LED, c'est 4 millions d'euros d'économies annuelles sur le territoire de Haute-Garonne pour les. Alors, ces économies de 4 millions d'euros, elles sont pour une partie une économie réelle dans le budget de fonctionnement des communes, précieux par les temps qui courent, et pour le reste, elles permettent de financer, c'est le principe, les travaux, et donc elles ont créé de l'activité, de l'emploi et des salaires pour les salariés qui habitent dans nos communes, des entreprises qui travaillent pour le syndicat. Ça, c'est l'éclairage public. Aujourd'hui, il nous faut aller plus loin parce que l'énergie reste encore cette source d'économie
qui peut permettre de ne pas aller altérer le service public et par ailleurs qui répond, si on la prend non plus de façon unique sur un point particulier, l'éclairage public, mais si on la prend de manière globale dans les usages d'une collectivité, on peut créer une ingénierie qui nous permette effectivement d'optimiser encore les économies d'une collectivité en introduisant donc la logique d'autoconsommation, plus exactement de production d'électricité en vue d'autoconsommer. Et donc l'idée aujourd'hui, puisque vous savez que réglementairement, la CRE change les conditions et les tarifs de rachat tous les 3 matins, donc que tout ce qui est sur des petites unités de production destinées à la revente n'est plus viable et qu'aujourd'hui, il nous faut partir vraiment sur un modèle d'autoconsommation. Le tarif réglementé est au grosso modo à 20 centimes, toutes taxes comprises, 16 centimes quand on est en heure creuse. Donc aujourd'hui, ça vaut le coup de pouvoir produire pour autoconsommer. Mais il faut tout autoconsommer. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une ingénierie qui nous permette de voir les modalités de consommation d'une collectivité et donc d'être dans l'analyse de ses bâtiments, dans l'analyse de sa flotte de véhicules. Je vais m'équiper demain en véhicule électrique, comment est-ce que je vais optimiser mes coûts en matière de recharge, etc. Et bien entendu, dans la capacité de porter des projets de production d'énergie photovoltaïque en vue de cette autoconsommation. Et par ailleurs, quand il y a du desserrement réglementaire, il faut le reconnaître aussi, on a des capacités donc aujourd'hui de produire et d'autoconsommer sur des distances qui se sont rallongées, 10 km en milieu urbain, 20 km en milieu rural et même le périmètre d'un EPCI. Ce qui nous permet de créer aussi de l'ingénierie territoriale et de proposer aux collectivités qui le souhaiteraient et qui ne se sentent pas les capacités suffisantes, soit en investissement, soit en consommation, de porter ce type de projet, de se marier avec d'autres collectivités, avec des conventions de co-investissement. Donc le syndicat est aujourd'hui en capacité de proposer aux collectivités le plus de l'économie d'énergie pour aller au bout de ces économies qu'on peut réaliser, parce que véritablement, économiser sur l'énergie, c'est s'éviter d'aller sur ce qu'on disait tout à l'heure et où on ne veut pas aller, les économies sur le service aux habitants ou sur les investissements en faveur du territoire. C'est un sujet évidemment qui pourrait prendre beaucoup plus de temps. On va être content d'accélérer un tout petit peu si vous le permettez. Mais ce que je retiens quand même de ce que vous avez dit les uns les autres, avec des propos assez différents, parfois dans la porte d'entrée, mais avec beaucoup de points communs ou de similitudes, c'est qu'il fallait absolument prendre le temps d'analyser dans l'existant pour optimiser, d'aller chercher dans toutes les niches possibles et inimaginables. Qu'il fallait également prendre toujours en considération le fait qu'on pouvait continuer à investir, qu'on pouvait continuer à construire de nouveaux projets par la suite, et que souvent, dans ce que vous avez dit les uns les autres, il fallait surtout pas le faire seul. Parce que si je comprends bien, la tierce personne ou le tierce conseil qui apporte son regard, le partenaire qui permet et dans les partenaires, je mets même vos directions d'ailleurs, dans la bonne foi et la bonne volonté de construire un service évidemment toujours plus efficient, les contrats entre collectivités, les contrats entre différents organismes. Ça veut dire que là aussi, il faut peut-être trouver une nouvelle façon de travailler ensemble, en tout cas décloisonner peut-être parfois des silos qui existent, on peut se le dire entre nous, dans l'administration, dans les collectivités ou autres, et qu'il y a de l'intelligence aussi humaine, territoriale, qui reste peut-être à consolider, à développer, et que c'est peut-être ça un des enjeux d'ailleurs des prochains mois qui arrivent. Monsieur le conseiller régional, un tour de table rapide sur ça, ça sera la conclusion. Je pense qu'il y a des vrais partenariats, et moi je salue la DRFIP, l'ensemble du réseau qu'ils animent, parce qu'on a de très bons contacts avec eux, et sans eux, des fois, on ne sait pas faire. Voilà. Et ce que je retrouve, ce que j'aimerais retrouver aussi au travers des services de l'État, alors certains me connaissent ici, je peux être très dur avec les services de l'État, mais vraiment très dur. Mais jamais avec la DRFIP. Parce que c'est... Non, mais je le dis clairement. Vous avez bien fait venir, oui. Non, mais c'est pas parce qu'elle est là. Alors là, non, mais il y a quelques services de l'État, il faudrait qu'ils soient un peu plus coopératifs. Quand on travaille sur la Loisanne ou des choses comme ça. Et alors que c'est un facteur... Avancez, vous allez devenir fâcheux pour certains. Vous avez raison. Mais je vais vous dire, parce que c'est un effet de levier financier. Évidemment, oui. Parce que l'urbanisme, on en parle peu, et les collectivités en général et les services sont très peu formés là-dessus. Et l'effet de levier sur le foncier est très très important. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup. Imaginez quand même pour une petite commune, quand on va lui dire, mais votre taxe d'aménagement, là tu pourrais moduler ton taux.
Et parce qu'il y a ceci dedans, il y a cela dedans. Allez expliquer ça, la petite commune de Pompertusat, ici. Par contre, à Muret, oui, à Portet, on sait ce que ça veut dire. Voilà, donc, tous ces effets-là, de levier, sont maximum, parce que ça, c'est direct à l'investissement en plus. Voilà, donc il y a des sujets majeurs. Et la DRFIP doit être ce conseil. Et les relais locaux qu'ils ont mis en place, moi, je travaille beaucoup avec eux. Et effectivement, même s'ils n'ont pas la réponse, ils vous apportent après la réponse. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui n'est pas le cas d'autres services de l'État. J'attendais votre virgule, voyez, j'attendais votre virgule. Madame, le fait d'inventer de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons peut-être de concevoir les choses, hein, moins classiques, on va le voir tout à l'heure dans le patrimoine, c'est la prochaine table ronde qu'il faut qu'on arrive à lancer, c'est une des clés finalement aussi d'avenir. Complètement. Et puis on est tous là au service des collectivités, donc autant mettre en commun nos connaissances, nos capacités et notre intervention. Voilà, nous, on sommes un établissement public, nous faisons du conseil aux collectivités, nous balayons beaucoup de domaines, mais également sur la fiscalité, nous sommes présents pour le conseil. Voilà, donc il vaut mieux avoir plusieurs partenaires et plusieurs interlocuteurs. Au moins, on est sûr de trouver quelqu'un lorsqu'on cherche l'information. Voilà. Biomandre, également, partagez cet avis. Les prochains, il faudra les accompagner encore davantage. Je vais vite. Et vous également, est-ce que vous êtes en capacité, dans la Banque des Territoires, je le dis souvent à vos collègues d'ailleurs dans d'autres départements ou d'autres régions, de encore plus montrer, enfin démultiplier plutôt les bonnes pratiques. Tiens, à tel endroit, ils ont fait ça. Tiens, à tel endroit, ils ont fait ça. Et pourquoi ? Oui, c'est tout à fait ce qu'on essaie de faire, hein, d'animer des réseaux de compétences, des réseaux justement d'objets, de thématiques. Donc on parle par exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par contre sur tout ce qui va être accompagnement de la jeunesse aussi, il y a beaucoup de sujets. Donc par thématique, on arrive à grouper des compétences et se nourrir les uns des autres, parce qu'en fait, on l'a beaucoup dit, il y a beaucoup de dispositifs, c'est d'une complexité hallucinante. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable d'arriver à digérer, à assimiler toutes ces informations qui sont en plus mouvantes, qui ne sont pas forcément stabilisées, qui sont parfois interprétables. Donc c'est d'une complexité... Vraiment, c'est très, 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 très difficile. Donc, plus on est de personnes qui pouvons accompagner cette digestion et dans la pérennité de l'information, je trouve que ça, il faut vraiment le prendre. Après, voilà, nous, on est une petite équipe sur la Haute-Garonne. Donc, il y a Margot, Lucille et Olivier Livrosé qui sont là. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on peut avoir des conseils sur la façon de faire, aller chercher une subvention, aller chercher une aide, peut-être optimiser quelque chose, où on va orienter vers des sachants comme vous, ou alors effectivement, on va pouvoir nous-mêmes les accompagner. Merci beaucoup. Et du côté du SDEC, on parlera demain, plus particulièrement encore d'autres innovations à venir. Mais allez-y, mais sans le détailler, mais je vous laisse... Non, mais parce que des élus sont dans la salle. Vous parliez de volonté politique. Oui. Chaque élu qui est ici présent, c'est l'expression d'une volonté politique. Absolument. Toute la question, c'est de permettre à cette expression de se libérer des carcans, d'avoir des capacités d'agir. On a parlé de finances, on parlait d'ingénierie. Effectivement, nous sommes collectivement engagés sur des sujets d'ingénierie. Je nous renvoie ce soir à la convention qui sera signée avec Sébastien Vincini sur un certain nombre d'organismes, dont le SDEG, qui sont responsables de réseaux. Je nous renvoie à la table ronde précédente où Maryse Véza a expliqué les outils et l'enjeu de guichet unique pour faciliter les démarches et l'apport en ingénierie auprès des collectivités. Donc effectivement, l'intelligence collective, sous la forme de ce que Sébastien Vincini appelait le cumul des forces, me semble être un enjeu majeur, indépendamment des difficultés qui restent et que Christophe Delahaye a pu évoquer, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, il reste des tensions. Mais quoi qu'il en soit, le fait de vouloir avancer en commun est déjà un très beau point commun, en tout cas qui peut rassembler les uns et les autres. Merci beaucoup. On va continuer à parler de ce sujet indirectement, quoique, puisqu'on va parler du patrimoine communal. Et Dieu sait si c'est important dans l'ensemble du spectre, finalement, du présent et du futur d'une collectivité. À tout de suite.